sommet de cette édition, 3 janvier 1966, 3 janvier 2025, cela fait exactement 59 ans jour pour jour que le Burkina Faso enregistrait son tout premier soulèvement populaire. Et comme chaque 3 janvier, l'unité d'action syndicale a commémoré cet anniversaire à la Bourse du Travail dans un contexte de remise en cause et de liberté fondamentale. Et puis, c'est en principe ce 3 janvier 2025 que les orpailleurs de Kari, dans la commune de Houndé, devraient déguerpir de leur site. Un déguerpissement sans préavis qui n'est pas du goût de ces orpailleurs. Ils interpellent le président du Faso à se pencher sur leur sort, car, disent-ils, ce travail constitue leur gagne-pain quotidien. Voilà pour les titres de ce 13h sur BF1. Merci de nous choisir. 3 janvier 1966, premier soulèvement populaire au Burkina Faso à la Bourse du Travail. La tradition a une fois de plus été respectée. C'est le 59e anniversaire commémoré dans un contexte de remise en cause des libertés fondamentales et d'enlèvement des citoyens. Des agissements dénoncés par l'unité d'action syndicale qui invite le gouvernement à aller à l'apaisement. À l'occasion donc de cette commémoration du soulèvement populaire, l'UAS a réagi à la sortie du gouvernement de leur ancien compagnon de lutte Basson Mabazier. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition. Mais en attendant, c'est également une tradition pour les chefs d'État partout dans le monde. À l'occasion du Nouvel An, chaque président s'adresse généralement à la nation. Dans ce journal, nous vous proposons le résumé de quelques discours des chefs d'État de la sous-région, des discours qui ont souvent abordé le retrait de l'armée française. Les présidents tchadiens et sénégalais ont réaffirmé leur volonté de souveraineté tout en mesurant les conséquences qui découleraient de ce retrait. Le président malien Assimi Goïta, lui, salue les avancées dans la création de l'AES soutenue par le président guinéen. Pendant ce temps, Alassane Ouattara a surpris plus d'un en annonçant le retrait historique de 1000 soldats français à Abidjan. Tour d'horizon avec Abdou Razak Traoré. Le train de l'année 2024 est arrivé à destination, mais déjà, un nouveau voyage commence, celui des grandes ambitions et des défis à relever. À la gare du futur, les chefs d'État africains fixent leur cap, déterminés à écrire une nouvelle page d'histoire. En Côte d'Ivoire, dès les premiers mots de son allocution, le président Alassane Ouattara a souligné la force du dialogue, saluant les échanges fructueux entre Abidjan et Ouagadougou. Un dialogue qui a permis la libération des 2 gendarmes ivoiriens détenus depuis plusieurs mois dans la capitale burkinabé. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience. En saluant leur courage, c'est toute l'armée ivoirienne qui reçoit les honneurs du chef de l'État. Une reconnaissance appuyée par une modernisation effective des forces armées, fruit d'une politique ambitieuse qui se poursuivra dans les années à venir selon le président. Mais une page se tourne. Après le départ de l'AES, du Tchad et du Sénégal, c'est au tour de la garnison française d'Abidjan de tirer sa révérence, mettant un point final à une présence historique. Que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement dans le même sens. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder. Au Tchad, une telle annonce avait été mise en œuvre il y a des semaines.
le pays semble s'éloigner de son partenaire historique, la France. Le maréchal Mahamat Idriss Déby redoute les conséquences potentielles du retrait de l'armée française. Je sais que nous allons être combattus. J'ai pleinement mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nos propres compatriotes vont malheureusement être utilisés pour essayer de déstabiliser notre pays. Du côté du Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, également président de l'AES, se félicite du parcours de cette confédération qui réunit Ouagadougou, Niamey et Bamako. C'est avec une grande satisfaction que je constate l'évolution positive de notre confédération, l'AES, dont les volets diplomatiques et militaires constituent une lueur d'espoir pour nos peuples. Assimi Goïta et ses pairs de l'AES peuvent également compter sur le soutien de la Guinée de Mamadi Doumbouya, malgré son maintien au sein de la CEDEAO. Son soutien indéfectible au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour la réussite de leurs transitions respectives. Encore une fois, la division n'arrange que celui qui divise. Nous devons continuer à nous concentrer pour trouver des solutions africaines. Mamadi Doumbouya a promis une année électorale cruciale en 2025, marquée par la reprise des activités politiques suspendues depuis le coup d'État en 2022, les élections présidentielles et législatives, ainsi qu'un référendum pour une nouvelle constitution. Autant d'annonces clés de son discours de fin d'année. À Fadangouma, dans la région de l'Est, des membres du gouvernement sont allés encourager et réconforter les forces de défense et de sécurité à l'occasion du Nouvel An. Cette sortie, voulue par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à assurer une proximité avec les Boys, car 2025 sera une année charnière pour le Burkina Faso, selon la délégation gouvernementale. Moussa Nyoli pour plus de précisions. Fort de 3 membres, la délégation gouvernementale était composée du ministre des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et celui des mines et des carrières. Ils sont porteurs d'un message d'encouragement de la population et du gouvernement aux forces de défense et de sécurité à quelques heures du Nouvel An. Le premier objectif, c'est d'abord d'assurer cette proximité avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP. Parce que vous voyez, ces FDS et ces VDP se battent nuit et jour pour dire combien, au nom de toute la population et de tout le peuple burkinabé, ce gouvernement est fier vraiment de ces FDS et de ces VDP. Et de leur dire que 2025 est une année charnière. Une année charnière pour laquelle tout Burkinabé aspire à une sécurité et une paix retrouvée. Selon le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, la détermination des forces combattantes est reconnue même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous voyons en vous les meilleures forces de défense et de sécurité de l'Afrique, et ça, je le dis en toute modestie. Votre capacité de vous adapter au terrain, votre capacité à inverser la tendance, à faire en sorte que nous passions d'une situation où l'anxiété et la terreur gagnaient du terrain à une situation où l'espoir reprend le dessus. La venue de la délégation gouvernementale est une visite qui crée un sentiment de réconfort pour le commandant et ses hommes. Nous sommes réconfortés, ça nous encourage et ça nous booste, en tout cas à toujours continuer la lutte en tant que chef, mais aussi je sais que c'est le cas aussi pour tout ce qui concerne les personnels FDS et les VDP également de la région. Avant de rencontrer les forces combattantes, la délégation ministérielle a échangé avec les leaders coutumiers et religieux de Fadangourma. Pendant ce temps, à Bobo-Dioulasso, dans la région de l'Ouest, les populations ont accueilli 2025 dans la joie
Des plateaux artistiques ont été dressés à leur intention dans plusieurs places de la ville. L'initiative est portée par 2 clans de jeunes acteurs culturels qui se sont disputés le titre de la meilleure organisation. Mais qu'à cela ne tienne, les Bobolais à la place Tiefo Amoro ou à la place Warawara étaient dans l'euphorie totale devant les prestations de leurs artistes préférés. L'ambiance avec Majid Bakouan. Place Warawara de Djoula Souba, il est 23h. Un plateau artistique est dressé pour célébrer le réveillon de fin d'année. Plusieurs artistes se succèdent sur la scène pour tenir en haleine le public qui a répondu à l'appel des organisateurs. Même constat à la place Tiefo Amoro. Ici, la soirée est baptisée la nuit de la paix. Un autre plateau artistique dressé par un autre groupe de jeunes. Ces 2 plateaux phares de la ville ont fait des polémiques sur les réseaux sociaux au sein des acteurs culturels. Chaque organisateur dit avoir dressé le meilleur plateau de réveillon pour la population bobolaise. Nous, on préfère parler de notre plateau parce que pour nous, il n'y a pas de polémique. Parce que ce que nous faisons est une tradition. Ce n'est rien de nouveau. Peut-être ceux qui le font nouvellement, il faudrait poser des questions. Nous, on le fait depuis que la mairie n'arrive plus à le faire. Ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui que la FCC organise cette activité. L'année passée, on a délocalisé sur le terrain du secteur 24. Cette année, on est à Warawarakan. Et l'année prochaine, on attend de voir où on sera. Mais on le fera toujours. Donc nous, on n'est pas dans la polémique. Nous, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Vous avez vu les coutumiers qui étaient avec nous, les religieux, les OSC, toutes les sensibilités de la société étaient réunies ici. Notre activité n'est pas à but lucratif. Parce que vous n'avez pas remarqué de sponsors ici. Nous l'avons fait nous-mêmes. Voilà, c'est un ensemble de jeunes venus d'horizons divers. Donc c'est à but non lucratif. D'autres le font pour chercher de l'argent, je ne sais pas. Mais pour nous, on l'a fait, c'est pour sensibiliser. En dehors des polémiques, ce sont des messages de paix, de cohésion sociale et surtout d'engagement patriotique qui sont véhiculés sur ces 2 plateaux artistiques. Le tout sous la surveillance de la veille citoyenne. Nous passons des messages de résilience, des messages pour dire que malgré la situation, le peuple burkinabé reste debout, reste résilient. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, nous ne pouvons pas aller au front, certes, mais nous apportons aussi notre contribution dans cette lutte-là. Chaque Burkinabé doit être une solution et non un problème pour la mère patrie. Raison pour laquelle nous avons organisé cet événement. Une année 2025 débarrassée de crise sécuritaire et humanitaire, c'est le vœu de tous les Bobolais plongés dans la fête jusqu'au petit matin. Je vous le disais en titre, c'est en principe ce 3 janvier 2025 que les orpailleurs installés près du village de Kati dans la commune de Houndé doivent déguerpir de leur site. Une décision qui ne réjouit pas ces artisans miniers. Ils interpellent donc le chef de l'État pour éviter tout désagrément car, disent-ils, ce travail est leur gagne-pain quotidien. Le cri de cœur des orpailleurs de Kati dans ce reportage signé Thomas Koukayaou et Majid Bakouan. Plus de 10 000 artisans miniers sont installés sur ce site d'exploitation artisanale d'or dans le village de Kari, à quelques encablures de la commune de Houndé. Selon ces orpailleurs, ils sont sommés de quitter les lieux ce 3 janvier 2025. Une situation jugée brusque et sans avertissement préalable pour ces orpailleurs. Ils interpellent les autorités à trouver une solution afin d'éviter tout désagrément. Le souci est que nous avons dans les rumeurs que la mine veut déguerpir les gens. On nous a dit que le 3 de demain, et la mine les autorités vont passer déguerpir les gens. Les gens ne sont pas informés. Comme vous l'avez constaté, les gens ne sont pas au courant. Même si c'est vrai, le message n'a pas été bien passé. Donc les gens sont toujours installés. Donc si aujourd'hui on décide de les déguerpir par force, ça ne va pas vraiment prôner la cohésion sociale. Parce que ça peut dégénérer. Nous, tout ce que nous voulons éviter, c'est ça. Voilà, si ça dégénère, c'est le nom de Houndé qui va salir. On dira que les artisans de Houndé sont des bandits, sont des délinquants. Nous, on tout contre, tout sauf ça. Abou et Draogo et ses camarades disent ne plus savoir à quel sens se vouer, car selon eux,
C'est la 5e fois qu'ils ont été déguerpis des sites d'orpaillage, des sites qui pourtant sont des véritables sources de revenus pour ces exploitants miniers. Vu la situation du pays, disons qu'il y a beaucoup d'endroits où les artisans miniers ne peuvent pas rentrer. Donc les gens sont obligés de se concentrer ici et nous profitons de dire merci à nos FDS qui ont pu sécuriser la ville de Houndé. Donc aujourd'hui, les artisans miniers sont concentrés ici pour chercher leur pain quotidien. La mine aujourd'hui a occupé au moins 5 fosses différentes qu'elle exploite à Houndé ici. Mais au moins, nous aussi nous laisser le site de Kari Centre pour que nous aussi nous puissions nous débrouiller. Je pense que c'est comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, le pays est riche, mais on est méchant. Si on veut tout avoir pour soi, on oublie les autres. Pour la veille citoyenne de la province du Tuy, qui en sait quelque chose sur le dossier, la communication a failli au sein des orpailleurs. Moi, j'étais au courant de beaucoup de choses parce que le 7 septembre 2024, on était fait une rencontre à la salle de mairie de Houndé avec madame le gouverneur de la région de Haut-Bazin, les représentants des orpailleurs de la province du Tuy. Ils ont pris leurs responsabilités, dire qu'ils vont partir faire quitter les gens du Kari. Mais la communication n'est pas passée. Ils n'ont pas communiqué avec les orpailleurs. Ils sont venus représenter dans la salle de réunion au nom des orpailleurs. Ils n'ont rien informé les orpailleurs. Ils étaient là-bas. À travers cette sortie, les artisans miniers veulent qu'une solution soit trouvée à leur requête afin d'éviter tout désagrément. Ils disent être prêts à contribuer au développement de leur pays et pour cela, ils demandent une organisation au sein de leur milieu. Je vous le disais en titre, ce 3 janvier 2025 marque le 59e anniversaire du premier soulèvement populaire au Burkina Faso. Et comme à l'accoutumée, l'unité d'action syndicale a célébré cette journée dans un contexte de remise en cause des libertés fondamentales et d'enlèvement des citoyens. Des agissements dénoncés par cette organisation. À l'occasion donc de cette commémoration du soulèvement populaire, l'UAS a réagi à la sortie du gouvernement de leur ancien compagnon de lutte, Bassol Mabazi. Plus d'explications dans ce reportage signé Romain Kouita. Ce 3 janvier 2025, cela fait 59 ans que le Burkina Faso a connu son tout premier soulèvement populaire. C'était une lutte pour la justice sociale, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout pour la liberté. Une liberté désormais remise en cause, dénonce l'unité d'action syndicale qui fait référence au cas d'enlèvement de citoyens souvent pour leurs opinions. La pratique des enlèvements se poursuit avec les cas récents de professeurs d'histoire, de géographie et de français, histoire, géographie, enlevés suite aux positions qu'ils ont prises à propos des difficultés que pose la réinstauration de cours d'éducation civique dans l'enseignement post-primaire et secondaire. Le secrétaire général de la CGTB, le camarade Moussa Diallo, qui a été victime d'une tentative d'enlèvement et a été abusivement licencié, alors que l'UAS sollicitait en vain une audience avec les autorités pour comprendre ce qui lui était reproché. Sur ce sujet, l'UAS invite le nouveau gouvernement conduit par Jean-Emmanuel Ouedraogo à s'inscrire dans le respect des droits et libertés des citoyens, ce qui ne serait pas en porte-à-faux avec la lutte contre le terrorisme, se convainc Ernest Ouedraogo et ses camarades. Au cours de cette rencontre avec la presse, les responsables de l'UAS ont été invités à commenter la sortie du gouvernement de Bassol Mabazié, leur ancien compagnon et ministre de la fonction publique sous le magistère duquel Moussa Diallo, alors secrétaire général de la CGTB, a été licencié de la fonction publique. Ça, c'est vraiment Bassol Mabazié seul qui pourrait nous dire comment il est rentré et comment il sort. Nous, on ne fait que observer, nous avons constaté. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans nos préoccupations que de chercher à savoir pourquoi et comment il est sorti du gouvernement. Concernant la tenue du dialogue gouvernement-syndicat, ajourné depuis 2 ans maintenant,
L'UAS dit être dans de bonnes dispositions d'esprit pour la reprise de ces échanges, mais souhaite qu'elle soit sincère et que les partenaires sociaux soient impliqués dans la prise de décision qui touche directement les travailleurs. Le dialogue social doit être une réalité. Chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises sur le plan social et économique et qui touchent les travailleurs doivent être associés à ces mesures, à ces prises de décision. Malheureusement, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, vous voyez aussi une grille salariale et d'indemnité harmonisée qui a été imposée aux sociétés d'État sans qu'il y ait un dialogue avec les délégués syndicaux et les délégués du personnel de ces différentes sociétés. C'est aussi le cas de l'assurance maladie universelle que le gouvernement compte étendre à tous les travailleurs, bien que certains salariés aient déjà des assurances les couvrant parfois à 100%, c'est offusqué l'unité d'action syndicale. C'est l'un des projets infrastructurels majeurs dans l'enseignement supérieur qui entre dans sa phase active avec le lancement des travaux de 40 amphithéâtres. Le ton a été donné mercredi à l'université Joseph Kizerbo avec la pose de première pierre de l'amphi de 1000 places. Plus de précision avec Maxi Ilboudou. Voici à quoi va ressembler l'amphithéâtre de 1000 places qui sortira de terre à l'université Thomas Sankara dans quelques mois. L'infrastructure dont les travaux sont lancés par le directeur de cabinet de la présidence du FASO sera dotée d'écrans géants numériques pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions, même à distance. L'amphithéâtre qui sera construit aujourd'hui à l'université Thomas Sankara, en plus des 1000 places annoncées, il y aura 12 laboratoires, 15 salles de TD, 2 salles modulaires d'une capacité de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, 3 bureaux paysagers et une salle de vidéosurveillance. En plus de ce temple du savoir, une quarantaine d'amphithéâtres sera construit dans les universités et centres universitaires publics du Burkina Faso. Un vaste projet ambitieux conçu par des architectes locaux. L'utilisation des écrans interconnectés entre l'amphi principal et les autres salles de cours, permettant ainsi de pouvoir faire la retransmission en direct et permettre également aux étudiants qui seront dans les salles de cours, une fois que la grande salle est pleine, de pouvoir interagir avec l'enseignant qui s'y trouve dans la grande salle. Également à l'extérieur, il a été aménagé des bancs d'études équipés de panneaux solaires et ainsi que des prises permettant aux étudiants, lors de leur TD à l'extérieur des salles, de pouvoir être toujours connectés. L'initiative prévoit aussi la construction de cités universitaires, l'implantation de forages et le pavage des rues de chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche. À travers cette volonté, les autorités veulent faire de l'éducation la locomotive du développement socio-économique du pays. Des fonds ont été et seront mobilisés pour la construction de plus d'une vingtaine de bâtiments éducatifs modernes et équipés pour le bonheur des apprenants et enseignants. Je vous invite donc, chers bénéficiaires du monde éducatif, à vous approprier cette initiative et à mobiliser vos savoirs et ressources pour qu'ensemble, nous construisons des universités fortes et porteuses de progrès économique et social. La modernisation et la sécurisation des infrastructures éducatives se fait grâce à l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, de quoi résorber le problème d'infrastructure selon le chef du département en charge de la recherche. La réalisation de toutes ces infrastructures permettra à terme d'améliorer de façon durable et inclusive la qualité de l'enseignement supérieur et la recherche à travers la mise à disposition d'infrastructures modernes et adaptées devant garantir une formation de qualité. C'est véritablement la première réponse structurelle que connaît notre pays depuis les années 90. Le coût total des réalisations n'est pas connu, mais le ministre en charge de l'enseignement supérieur assure plus de 13 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés pour le début des travaux. Le programme dure 5 ans.
Dans l'actualité également, plus d'1 million de têtes déjà vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination du cheptel par le ministère en charge des ressources animales. À Sigungvoussé, dans la commune rurale de Apsuya, le gouverneur de la région du Plateau central est allé au constat du déroulement de la dite campagne, occasion pour l'autorité d'exhorter les pasteurs à faire vacciner leurs bêtes d'ici la fin de la campagne prévue en février 2025. Luc Pac-Belgen. Le gouverneur du plateau central en suivi à plus de 80 km de Zinyari. À Sigungvoussé, dans la commune de Apsuya, elle est venue s'enquérir du déroulement de la campagne de vaccination 2024-2025 du cheptel. Aux pasteurs, il leur a été demandé de conduire leurs troupeaux dans les différents parcs de vaccination, surtout que l'État a subventionné les vaccins à moitié prix, ce qui leur fait débourser 50 francs CFA par tête au lieu de 100 francs. À la date d'hier, comme je le disais, on est à plus de 1 020 590 têtes de vaccinés, toutes les vaccinations confondues. Mais il faut reconnaître que les chiffres les plus élevés sont enregistrés pour la peste des petits ruminants, à peu près 400 000 têtes qui ont été vaccinées. Et pour la maladie de Newcastle, nous sommes à peu près à 600 têtes de vaccinés. Maintenant, j'ai profité de lancer un appel à l'ensemble des pasteurs de la région, ceux qui traînent encore les pas pour faire vacciner les animaux, de venir, surtout en ce qui concerne donc, la péripneumonie bovine, contagieuse bovine. À ce niveau, les chiffres, nous sommes autour de 90 000 têtes. Et donc, je sais qu'il reste encore beaucoup à faire à ce niveau. Et donc, il était important de venir encourager les différents acteurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les agents qui sont commis à la tâche. Cette campagne de vaccination cible les maladies prioritaires. Ces maladies ont la fâcheuse habitude de faire des ravages chez les éleveurs qui ne font pas vacciner leurs bêtes. Il faut savoir que c'est des maladies prioritaires. Sinon, il y a d'autres maladies qui s'ajoutent à cela, mais c'est des maladies prioritaires. Vous voyez que la peste des petits ruminants et la PPCB, c'est des maladies vraiment qui dévastent les animaux. Voilà, c'est pourquoi le gouvernement a bien voulu vraiment qu'on vaccine contre ces maladies. Et depuis qu'on a commencé, il faut savoir que ça se passe bien et vraiment les éleveurs sortent. Voilà, vous voyez qu'on a commencé depuis le 11 octobre 2024 et jusqu'à présent on n'a pas encore fini. Nous sommes toujours sur le terrain, je pense que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Débutée en octobre 2024, cette campagne va jusqu'en février 2025. Si les pasteurs ont apprécié cet effort du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ils ont posé quelques doléances allant du soutien à la construction de forages, d'appui en aliments pour bétail et de construction de couloirs d'accès pour les animaux, doléances qui ont trouvé une oreille attentive auprès du gouverneur. Fin des journées sportives organisées par le ministère en charge de la Défense. Pour cette édition 2024, 10 coureuses venues des quartiers Tengango, Garguin et Nagrin étaient en lice à l'arrivée. C'est Clarisse Bilgo qui monte sur la plus haute marche. Elle reçoit son prix dans ce reportage de Abdou Aziz Sari. Sur une dizaine de coureuses venues des quartiers Nagrin, Garguin et Tengandogo, Alice Bilgo est la première à franchir la ligne d'arrivée. Elle remporte la 3e édition de la course cycliste féminine organisée par le ministère de la Défense et des anciens combattants. La lauréate repart avec une enveloppe financière plus une nouvelle bicyclette. Je suis très heureuse. Je souhaite que chaque année, de telles activités soient organisées. Cela renforce les liens entre nous civils et les forces de défense et de sécurité. Cette remise de lot marque la fin des activités sportives du ministère en charge de la Défense. 8 disciplines sportives et ludiques au total étaient au menu de ces 3 jours d'activité. Elles visaient pour les forces de défense et de sécurité à fraterniser et à renforcer la bonne collaboration avec les populations civiles. Parvenir à un brassage entre les forces de défense et de sécurité avec les populations. Et plus particulièrement
entre le ministère de la Défense et les populations environnantes, notamment la localité, enfin le quartier de Nagrin. Et chaque année, c'est ce que nous faisons, nous nous retrouvons autour de ces jeux pour vivre ensemble parce que nous avons besoin de leur collaboration et aussi ils ont besoin de notre collaboration. Donc voilà l'objectif de ces jeux. La particularité de cette édition, c'est que la plupart des disciplines sportives et ludiques ont été remportées par les civils. Dernier point de ce journal, le Burkina Faso a brillamment remporté la 18e championnat de karaté de l'Union des fédérations africaines de karaté, zone 3, tenu du 20 au 22 décembre 2024. L'autre fait marquant a été la réélection de Maître Oumarou Yugo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do, à la tête de l'UFAC zone 3 pour un 3e mandat consécutif. Madizongo Romeo Guita. Au championnat de karaté-do de l'Union des fédérations africaines de karaté UFAC zone 3, joué du 20 au 22 décembre 2024 à Abidjan, le Burkina Faso a engrangé 17 médailles d'or, 11 en argent et 17 en bronze. Bon, le niveau était vraiment du haut niveau. Vous avez vu que c'est de haute lutte que les enfants ont arraché ces médailles d'or-là. Vraiment, nous sommes dépassés. Avant de commencer, je tenais à dire aux Ivoiriens, je suis et je resterai la bête noire des Ivoiriens en matière de karaté. 15 ans de carrière, aucun Ivoirien n'a su me battre. Je suis fier de cela. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, l'expérience a fait la différence. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi. Il faut dire que ce n'était pas chose facile, surtout que c'est une terre étrangère. Il faut se dépasser aussi bien physiquement que mentalement. Mais on a promis, donc on l'a fait. Non, côté intimidation, vu que nous avons l'habitude, on s'est préparé pour tout ça. Psychologiquement, on était déjà prêts. Une belle moisson qui a permis au pays de conserver son titre de meilleure nation de la zone devant la Côte d'Ivoire et le Bénin. Oui, et puis c'est un exploit de gagner à Abidjan. Vous savez très bien que les Ivoiriens voulaient le titre. Je trouve que globalement, notre niveau technique s'est amélioré. Les enfants sont plus confiants, ils ont moins peur. Et c'est quelque chose de positif pour l'avenir. Et la cerise sur le gâteau, Maître Oumar Yugo, président de la Fédération burkinabé de karaté et président sortant de la zone 3, a été réélu pour un nouveau mandat. Une responsabilité qui témoigne selon lui de la bonne image dont jouit le Burkina Faso à l'international. Une bonne impression puisque c'est le pays qu'ils ont honoré. Et nous allons comme d'habitude faire ce que nous avons toujours su bien faire. Développer le karaté, aller vers des performances et unir davantage les pays de la région. Mais si le Burkina Faso veut tirer profit de cette position, le premier responsable du karaté-do burkinabé demande plus de moyens dans l'accompagnement des athlètes. Il y a toujours quelque chose à gratter. Simplement, il faut qu'on puisse avoir les moyens d'aller au niveau mondial, au niveau des karaté one, pour que les meilleurs d'entre nous puissent aller plus loin et que le Burkina soit mieux représenté au niveau international. Et on pourra faire des résultats, je crois. La zone 3 de l'Union des fédérations africaines de karaté UFAC regroupe le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Niger, le Nigeria et le Togo. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.